Merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Ça me touche beaucoup parce que je travaille toujours aux Nations Unies. Comme vous l'avez dit, ça fait quand même un certain temps que je travaille au programme des Nations Unies pour le développement. Donc la perspective que je vais vous apporter, c'est la perspective de quelqu'un qui a travaillé pendant 15 ans sur le terrain, comme on dit chez nous, en Tunisie, à Sao Tomé, au Togo et en Mauritanie, et puis qui travaille maintenant à Genève, que l'on considère comme le siège, même si notre siège est à New York, mais où j'ai une fonction vraiment différente de ce que j'avais fait sur le terrain, mais où en même temps ce que je fais ici est vraiment informé par mon expérience de terrain et puis l'expérience des collègues. Et je pense que la question que vous avez posée, elle est très pertinente et elle a plusieurs niveaux de réponse. Le questionnement très fort qui se pose par rapport aux Nations Unies, là, une remise en question, si vous voulez, de la pertinence du sens des Nations Unies, ça a pris beaucoup d'acuité dans le contexte de la crise économique, financière, écologique, alimentaire dans laquelle se débat le monde depuis 2008. On entend cette question maintenant beaucoup plus fort, mais la question, elle est sous-jacente depuis longtemps et elle part finalement d'un bilan qui est quand même assez mitigé par rapport, comme vous l'avez dit, aux résultats et à l'impact de la coopération pour le développement. Et là, si vous voulez, il ne faut pas oublier que les Nations Unies aussi, comme vous l'avez dit, c'est d'abord une organisation intergouvernementale. Même si la charte des Nations Unies commence par « nous, peuple des Nations Unies », malheureusement, ce n'est pas les peuples qu'on met en avant en général quand on est aux Nations Unies, et c'est les gouvernements. Alors bien sûr, les gouvernements sont censés être l'émanation de la volonté des peuples, et ça, c'est ce qui se passe dans un monde idéal. Mais la réalité est quelque peu plus nuancée. Donc, le fait que nous sommes une organisation intergouvernementale avec les États membres qui sont notre conseil d'administration, vous comprenez bien que ça restreint quand même pas mal notre liberté de manœuvre. En même temps, il y a au niveau du système des Nations Unies une richesse d'expérience et d'expertise absolument fabuleuse. Et ce qui, moi, me rassure beaucoup, après toutes ces années de travail aux Nations Unies, c'est de voir que nous sommes quand même maintenant de plus en plus et de mieux en mieux capables de travailler vraiment en partenariat. Et un partenariat, c'est au départ une relation d'égalité. Et je dirais que ça se sent peut-être davantage au niveau du terrain, quand on travaille sur le terrain, que ça se sent au niveau des sièges. Mais le constat que nous avons fait avant cette fameuse crise, mais que la crise a avivé, si vous voulez, c'est que les Nations Unies, d'abord, n'ont pas à elles seules tous les éléments de réponse aux questions fondamentales que vous avez posées, que vous avez rappelées, et d'une, mais que, et c'est bien ce qui est dit dans le cadre des objectifs du millénaire pour le développement, les Nations Unies, c'est quand même la seule plateforme, je dirais, mondiale, universelle, qui a la légitimité, si vous voulez, d'une représentation universelle, où tous les États sont membres des Nations Unies parce qu'ils sont des États souverains et indépendants, indépendamment de leur poids économique, politique ou autre. Et ça, aucune autre organisation n'a, si vous voulez, cette légitimité. En même temps, c'est dans le cadre des Nations Unies que se posent, si vous voulez, des problèmes fondamentaux qui sont liés à la mondialisation ou à la globalisation. Ça n'est pas un hasard si c'est dans le cadre des Nations Unies que se déroulent les discussions sur le changement climatique. Ça ne peut pas se dérouler dans un autre cadre, parce qu'il faut que soient partis à ces discussions les États membres qui organisent, si vous voulez, la discussion, mais qui soient partis également, évidemment, le secteur privé, le monde de la finance, et puis les collectivités elles-mêmes et les populations qui ont quelque chose à exprimer. Donc, dans le positif, si vous voulez, on a notre légitimité, notre universalité, le fait que les Nations Unies, contrairement, par exemple, à la Banque mondiale, mais aussi à la Commission européenne ou aux bilatéraux, n'intervient pas dans un mode de conditionnalité, parce qu'on est là, si vous voulez, d'abord pour répondre aux besoins des populations et des pays où nous travaillons. Et même si dans ces pays, il y a des conditions, si vous voulez, de gouvernance
qui, par exemple, empêchent ou réduisent l'intervention d'un certain nombre de partenaires, nous, notre devoir, c'est d'être présents, mais attention, pas à n'importe quelle condition, c'est d'être présent pour appuyer les populations elles-mêmes. Et c'est pour ça qu'on nous a donné cette responsabilité, si vous voulez, d'encadrer et d'accompagner la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Et tous les ans, on publie un rapport que vous trouverez sur le site des Nations Unies où on fait un peu le bilan. Et de ce bilan, il ressort qu'il y a quand même, si vous voulez, incontestablement, mais alors à l'échelle mondiale, ou à une échelle, si vous voulez, qui est basée sur des moyennes, des statistiques qui reflètent des moyennes, des progrès considérables accomplis vers la réalisation de ces objectifs. Mais en même temps, le travail qu'on fait montre qu'il y a des écarts qui se creusent de plus en plus. Et ça, c'est un problème fondamental et nous n'avons pas, nous, tous les éléments pour y répondre.